Tu te crois forte, tu te crois lucide, tu te crois capable de voir les hommes tels qu'ils sont vraiment sans te laisser emporter, sans perdre pied, sans donner plus que ce que tu reçois. Et pourtant, il y a eu ce silence. Ce silence qui a duré 1 heure, puis une journée, puis 3 jours, et pendant lesquels tu as regardé ton téléphone comme si ta valeur entière dépendait d'une notification qui ne venait pas. Ce silence qui t'a transformé, toi, la femme forte, en quelqu'un que tu ne reconnaissais plus tout à fait. Alors voilà la vraie question, celle qu'on ne pose jamais franchement. Est-ce que tu es vraiment forte ou est-ce que tu as simplement appris à sourire pendant que tu te noies? À Vert, réfléchissons ensemble à ce qui se passe réellement dans ces moments-là. Parce que ce silence, il ne parle pas de lui, il parle de toi. Il parle de l'architecture intérieure que tu as construite au fil des années, de la solidité ou de la fragilité de tes fondations émotionnelles. Et il y a quelque chose dans cette situation, quelque chose que beaucoup de femmes vivent chaque jour, sans avoir le mot exact pour le nommer. Je reviendrai sur ce mot plus tard, parce qu'il change tout quand on le comprend vraiment. Pense à une scène ordinaire. Elle s'appelle Camille, 32 ans, intelligente, attentive, le genre de femme qui retient les détails que les autres oublient. Elle a rencontré un homme qui lui semblait différent. Il écrivait le matin, il appelait le soir, il posait des questions sur sa vie comme si ses réponses comptaient vraiment. Et puis, progressivement, les messages sont devenus plus courts, les appels plus rares. Elle a commencé à analyser chaque mot qu'il envoyait, à chercher dans la ponctuation un signe de désintérêt ou de passion, à se demander si son dernier message avait été trop enthousiaste, pas assez mystérieux, trop direct. Elle a commencé à réorganiser son espace intérieur entier autour de lui. Elle a fermé certaines portes de sa propre maison pour lui faire de la place, sans qu'il lui ait jamais demandé quoi que ce soit. Est-ce que cela te parle? Est-ce que tu reconnais cette femme? Parce que si tu la reconnais, c'est important. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une information. Puis, si ce que tu viens d'entendre résonne quelque part en toi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de ce que nous allons explorer ensemble. Pas parce que tu dois changer qui tu es, mais parce que tu mérites de comprendre exactement ce qui se passe dans l'esprit d'un homme quand il appelle, quand il n'appelle pas, et surtout ce que toi tu peux faire pour que la dynamique entre vous ne dépende jamais de sa seule volonté. Si tu trouves cette réflexion utile, si tu sens qu'elle touche quelque chose de réel en toi, partage-la avec une femme qui en a besoin. Et dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu t'es déjà retrouvé à attendre un appel en sachant qu'il ne viendrait probablement pas, mais en attendant quand même? Parce que les réponses à cette question m'aident à comprendre ce dont tu as vraiment besoin. Maintenant, voilà ce qu'on ne te dit jamais franchement. Si tu continues à fonctionner de la même façon, si tu continues à donner ta disponibilité totale, sans structure psychologique claire, si tu continues à ouvrir toutes les portes de ta maison intérieure, dès qu'un homme frappe une fois, tu ne vas pas simplement souffrir un peu. Tu vas progressivement vider ta propre demeure, tu vas déplacer tes propres couleurs pour créer un espace qui lui convient à lui et dans lequel, toi, tu n'habiteras plus vraiment. Et l'ironie, la vraie, c'est que plus tu feras cela, moins il voudra y rester. Parce que les hommes, et je dis cela avec toute la précision que la psychologie nous offre, les hommes ne sont pas attirés par les espaces vidés, ils sont attirés par les espaces habités, par les femmes qui ont une vie intérieure dense, des pièces fermées, des mystères qu'ils n'ont pas encore le droit de voir. Bueno, déjà là, quelque chose se dessine. Mais attendons un moment, parce qu'il y a quelque chose de plus profond encore que je veux te montrer avant de te donner les 3 étapes concrètes. Il y a une femme que j'appellerai Séverine. 40 ans, séparée depuis 2 ans d'un homme avec lequel elle avait passé 7 années. 7 années pendant lesquelles elle avait, sans s'en rendre compte, déplacé le centre de gravité de son monde vers lui. Elle avait abandonné des amis parce qu'ils n'aimaient pas les sorties tardives. Elle avait réduit ses ambitions professionnelles parce qu'il se sentait menacé par son succès. Elle avait appris à ne pas rire trop fort, à ne pas occuper trop d'espace dans une pièce, à se faire plus petite que ce qu'elle était pour qu'il se sente plus grand. Et quand il est parti, ce n'était pas seulement lui qu'elle a perdu. C'était la version d'elle-même qu'elle avait peu à peu cédée, pièce par pièce, comme si sa maison intérieure avait été vendue à rabais et qu'elle s'était retrouvée sans toit, sans fondation, sans porte d'entrée.
Le coup concret, 2 ans de thérapie intensive, un poste de direction refusé parce qu'elle ne se sentait plus capable de prendre des décisions. Une fille de 10 ans qui a vu sa mère s'effacer pendant 7 ans et qui, aujourd'hui, reproduit les mêmes schémas avec ses premières relations adolescentes. Voilà le vrai prix, pas la douleur abstraite, la perte concrète, mesurable, irréversible. Est-ce que tu veux cela pour toi? Est-ce que c'est pour cela que tu es là? Non. Et c'est précisément pourquoi ce que tu vas entendre maintenant est important. Déjà, pensare un momento, parce que je veux être précis ici. La question que posent la plupart des femmes dans cette situation est la mauvaise question. Elles demandent « Comment faire pour qu'il m'appelle ?» Et cette question, bien qu'elle soit compréhensible, oriente l'attention vers lui, vers son comportement, vers ses choix, comme si ton téléphone était une porte dont il détenait la clé de l'extérieur. Mais la vraie question, la question qui change tout, c'est quelle femme est-ce que je dois devenir pour que le fait qu'il appelle ou non ne définisse plus mon état intérieur, et pourtant, pour que quelque chose en moi l'attire si puissamment qu'il choisisse d'appeler, non par obligation, mais par besoin. À Vert, tu vois la différence? Ce n'est pas une distinction rhétorique, c'est une différence architecturale. Dans la première version de la question, tu es une pièce vide qui attend que quelqu'un entre. Dans la deuxième version, tu es une demeure entière avec des lumières allumées, une chaleur perceptible de loin et une porte qui ne s'ouvre pas à n'importe qui. Alors maintenant, parlons de ce que cela signifie concrètement. La première étape, et elle est fondamentale, c'est ce que j'appelle la reconstruction des fondations. Espera, parce que beaucoup de femmes pensent que les fondations, c'est quelque chose qu'on pose une fois pour toutes dans l'enfance et qu'on ne peut plus toucher ensuite. C'est faux. Les fondations émotionnelles d'une femme se reconstruisent, se renforcent, se réévaluent à chaque décision qu'elle prend. Et la première décision que tu dois prendre, c'est de cesser de louer ton attention à des hommes qui ne l'ont pas méritée. Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement? Cela veut dire que ton attention, ta présence, ta disponibilité émotionnelle ne sont pas des ressources infinies et gratuites. Ce sont des matières précieuses, comme le bois de rose ou le velours épais, des matières que l'on ne distribue pas à tous ceux qui passent devant ta porte. Quand une femme donne son attention complète dès le premier message, dès le premier soir, dès le premier regard, elle communique quelque chose de très précis à l'esprit masculin. Elle communique que son attention n'a pas de coût. Et ce que la psychologie comportementale nous enseigne, avec une clarté presque froide, c'est que nous attribuons de la valeur à ce qui nous coûte quelque chose. Pas parce que les hommes sont manipulateurs, mais parce que le cerveau humain, qu'il soit masculin ou féminin, associe l'accessibilité totale à l'absence de rareté et l'absence de désir. Puis, voilà le premier pilier. Ne pas se rendre entièrement disponible n'est pas un jeu. Ce n'est pas une stratégie froide destinée à blesser ou à manipuler. C'est un acte d'honnêteté envers toi-même. C'est reconnaître que ton temps et ton espace émotionnel ont une valeur réelle et que cette valeur doit être perçue avant d'être donnée. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore dans cette première étape. Parce que la vraie reconstruction des fondations ne concerne pas seulement la façon dont tu te comportes avec lui. Elle concerne la façon dont tu vis quand il n'est pas là. Est-ce que ta vie a une texture propre? Est-ce qu'elle a des pièces que tu habites pleinement, indépendamment de sa présence? Est-ce qu'il y a dans ta semaine des moments de joie profonde, de création, de connexion avec d'autres, des moments où tu es si entièrement toi-même que tu n'as pas besoin de vérifier ton téléphone? Parce que ces moments, ils ne sont pas seulement bons pour toi. Ils sont, d'un point de vue psychologique, les plus puissants que tu puisses offrir à un homme qui t'observe de loin. Un homme de haute valeur, et je parle ici d'un homme émotionnellement mature et ancré dans sa propre vie. Un tel homme ne s'intéresse pas aux femmes disponibles. Il s'intéresse aux femmes occupées. Pas occupées par lui, mais occupées par elles-mêmes, par leur croissance, leur passion, leurs projets. Parce que cette femme-là lui offre quelque chose d'extrêmement rare dans notre époque de disponibilité permanente, le sentiment que sa présence dans sa vie est un choix actif et non une nécessité comblée par défaut. Maintenant, voici une question que tu dois te poser honnêtement, avec toute la lucidité dont tu es capable. Quand tu penses à cet homme,
quel pourcentage de ta journée mentale lui appartient. Si la réponse dépasse 20 ou 30%, tu as déjà commencé à lui louer des pièces de ta maison intérieure sans avoir signé de bail. Et cela, c'est dangereux. Non pas parce qu'il est nécessairement mauvais, mais parce que tu construis une dépendance cognitive à sa présence avant même que la relation ait vraiment commencé. Et les dépendances cognitives, une fois installées, ont la solidité du béton armé. Elles résistent aux arguments raisonnables, elles résistent aux conseils des amis. Elles résistent même à la souffrance, parce que la souffrance est déjà intégrée comme partie du logement. À Vert, il y a un mot pour tout ce mécanisme, un mot que j'ai mentionné au début et que je n'ai pas encore donné. Ce mot explique pourquoi certaines femmes attendent des appels qui ne viennent pas. Pourquoi elles restent dans des relations où elles reçoivent moins qu'elles ne donnent. Pourquoi elles reformatent leur propre intérieur. Pour plaire à quelqu'un qui n'a jamais vraiment demandé à entrer. Je t'en parlerai à la fin, parce qu'il faut d'abord que tu comprennes les étapes pour que le mot ait tout son sens. Passons à la deuxième étape, qui est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Elle concerne le pouvoir du silence stratégique, et elle est souvent mal comprise. Parce que quand on parle de silence dans une relation, la plupart des femmes pensent immédiatement à la punition, au froid, à l'indifférence calculée, et ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Le silence stratégique dont je parle ici est quelque chose de fondamentalement différent. C'est le silence d'une femme qui est pleinement absorbée par sa propre vie. Déjà, me pense à un momento, parce que la nuance est essentielle. Il y a deux types de femmes silencieuses. La première se tait parce qu'elle attend. Elle est présente derrière sa porte, l'oreille collée au bois, à guetter le moindre son dans le couloir. Ce silence-là, les hommes le sentent. Ils le perçoivent dans la façon dont les réponses arrivent trop vite quand ils finissent par écrire. Dans la façon dont chaque message est légèrement trop complet, trop soigné, comme préparé longtemps à l'avance. Ce silence-là est plein d'attente, et l'attente, ça transpire. La deuxième femme se tait parce qu'elle est occupée à vivre. Elle est dans une conversation qui l'anime, ou en train de lire un livre dont les pages ont ce grain légèrement rugueux sous les doigts, ou en train de travailler sur quelque chose qui lui importe vraiment. Quand elle répond, il y a une légère latence naturelle, une légèreté dans le ton, parce qu'elle n'était pas là à attendre, elle était ailleurs, entièrement. Et cette femme-là produit quelque chose de très spécifique dans l'esprit masculin. Elle produit une interrogation. Où était-elle? Qu'est-ce qui l'occupe à ce point? Est-ce que j'ai une place dans cet espace-là? Et c'est cette interrogation qui déclenche les appels. Pas les messages chaleureux envoyés trop tôt le matin, pas les questions attentives sur sa journée, pas la disponibilité permanente. L'interrogation. Le léger mystère d'une femme qui n'a pas besoin de lui pour que sa vie soit pleine. Bueno, mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans ce mécanisme, et c'est ce que la psychologie cognitive appelle le principe d'investissement variable. Le cerveau humain est câblé pour surévaluer ce qu'il ne comprend pas tout à fait. Quand une récompense arrive de façon prévisible, le cerveau s'y habitue et cesse de la désirer activement. Mais quand la récompense arrive de façon variable, tantôt présente, tantôt absente, sans logique apparente, le cerveau entre dans un état d'attention accrue. Il surveille, il analyse, il pense à toi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la neurologie, et la comprendre ne te rend pas cynique, elle te rend libre. Parce que si tu comprends ce mécanisme, tu comprends aussi que ta valeur perçue ne dépend pas de ce que tu fais pour lui, mais de l'espace que tu occupes dans sa pensée quand tu n'es pas là. Alors voici ce que la deuxième étape te demande concrètement. Elle te demande de construire ce que j'appelle une vie à plusieurs étages. Une vie dont certains étages lui sont visibles et d'autres ne le sont pas encore. Pas parce que tu lui caches des choses, mais parce que tu n'as pas encore décidé de lui ouvrir ces portes-là. Et cette architecture-là, cette vie à plusieurs niveaux de profondeur, c'est ce qui crée le désir durable chez un homme qui en vaut la peine. Voici une question concrète. Quand il regarde ta vie de l'extérieur, que voit-il? Est-ce qu'il voit une femme dont la maison est entièrement éclairée, toute fenêtre ouverte, tout accessible d'un seul regard? Ou est-ce qu'il voit une femme dont la façade est élégante et chaleureuse, mais dont certaines fenêtres sont éteintes,
non par tristesse, mais parce que les pièces qui se trouvent derrière sont des pièces intimes que peu de gens ont le droit de voir. Il y a une femme que j'appellerai Margot. Elle avait 38 ans et avait vécu pendant 4 ans avec un homme qui l'appelait tous les jours, 2 fois par jour les premières semaines, puis 1 fois par jour, puis tous les 2 jours, puis quand il en avait envie. Elle n'avait rien changé dans son comportement, elle était restée aussi disponible, aussi attentive, aussi présente. Et c'est précisément cela le problème. Elle avait donné tout son espace visible dès le début, et il n'avait plus rien à découvrir, plus rien à mériter, plus aucune porte fermée à espérer ouvrir un jour. Quand elle m'a parlé de cette relation, elle m'a dit quelque chose que je n'oublie pas. Elle a dit « j'étais là, tout entière, et il était de moins en moins là ». Et elle ne comprenait pas pourquoi. Le coût de cette incompréhension, c'est 4 ans de sa vie, à 34 ans, à 38 ans. Les années où une femme commence à sentir le poids du temps d'une façon particulière, une façon qui n'est pas de la panique, mais une conscience sourde et continue, comme un léger courant d'air sous une porte. 4 ans donnés à quelqu'un qui n'a jamais eu à mériter ce qu'il recevait et qui, pour cette raison même, n'en a jamais vraiment voulu. Est-ce que tu veux cela pour toi? Est-ce que c'est ce que tu es prête à donner? Puis, j'espère que non. Et c'est pourquoi la 3e étape est peut-être la plus puissante de toutes, parce qu'elle ne concerne plus la façon dont tu gères sa présence ou son absence. Elle concerne la façon dont tu te perçois toi-même et comment cette perception se transmet sans que tu dises un seul mot à travers chaque interaction que tu as avec lui. La 3e étape, c'est ce que j'appelle la solidité du mur porteur. Dans une maison, le mur porteur est celui qu'on ne voit pas toujours, mais dont tout dépend. Si tu retires un mur porteur, toute la structure s'effondre. Et dans la psychologie féminine, ce mur porteur, c'est l'estime de soi. Pas l'estime de soi au sens superficiel du terme, pas la confiance performative qu'on affiche sur les réseaux sociaux, pas la posture de femme forte qu'on adopte pour ne pas montrer qu'on a mal. L'estime de soi au sens profond, structural, la conviction intérieure, stable et tranquille, que tu vaux quelque chose indépendamment de ce que cet homme décide de faire ce soir. Avers, et voici où cela devient vraiment intéressant du point de vue psychologique. Parce que l'estime de soi ne se décrète pas. On ne se réveille pas un matin en se disant « à partir d'aujourd'hui, je m'estime » et le tour est joué. L'estime de soi se construit par des actes concrets, répétés, cohérents avec ce qu'on dit valoir. Et le premier de ces actes, c'est de définir clairement ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Non pas comme une liste de règles rigides, mais comme une architecture intérieure, un plan de ta propre maison avec des espaces publics, des espaces semi-privés et des espaces sacrés auxquels personne n'a accès sans avoir prouvé qu'il en est digne. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie que quand un homme disparaît pendant 3 jours sans explication et revient comme si rien ne s'était passé, ta réaction intérieure ne doit pas être de la gratitude pour son retour. Elle doit être une information sur la solidité de ses fondations à lui et une question sur ce que tu es prête à accepter dans ton espace. Pas de la colère, pas du drame, mais une évaluation calme, lucide, comme un architecte qui inspecte une structure et décide si elle est compatible avec ce qu'il veut construire. Bueno, et voici la partie contre-intuitive. Quand une femme a cette solidité intérieure, quand elle évalue sans se perdre, quand elle est capable de regarder un homme avec intérêt sans que cet intérêt ne devienne dépendance, quelque chose de remarquable se produit. L'homme le sent, pas parce qu'elle lui dit quoi que ce soit, pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce que les êtres humains sont extraordinairement sensibles aux signaux de valeur. Et une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui choisit d'être là, c'est le signal de valeur le plus puissant qui soit. Les hommes de haute valeur, ceux qui sont émotionnellement matures, professionnellement ancrés, capables d'une vraie intimité, ces hommes-là ne sont pas attirés par les femmes qui ont besoin d'eux. Ils sont intimidés par elles, dans le mauvais sens du terme. Parce que le besoin crée une pression, et la pression crée de la distance. Ces hommes-là sont attirés par les femmes qui les choisissent. Il y a une différence immense, architecturale, entre être choisi par quelqu'un qui n'a pas d'autre option et être choisi par quelqu'un qui en a plusieurs et qui te choisit quand même. Et pour être cette femme-là, la femme qui est choisie parce qu'elle vaut d'être choisie, tu dois d'abord te choisir toi-même.
Espera, parce que je veux approfondir ce point. Se choisir soi-même ne signifie pas s'isoler, ne pas vouloir d'amour, se fermer aux hommes. Cela signifie entrer dans chaque relation depuis un endroit de plénitude plutôt que de manque. La différence entre ces deux états de départ est la différence entre une femme qui donne parce qu'elle a beaucoup à donner et une femme qui donne parce qu'elle espère recevoir quelque chose en retour. Et cette différence, imperceptible en surface, est absolument visible à l'intérieur d'une relation. Elle se manifeste dans la façon dont tu réagis à ses silences, dans la façon dont tu vis ses absences, dans la façon dont tu poses tes questions, depuis la curiosité ou depuis l'anxiété. Déjà me pensar un momento, parce qu'il y a quelque chose d'important ici sur la psychologie masculine que peu de gens expliquent clairement. Un homme qui appelle régulièrement une femme ne le fait pas parce qu'il suit un protocole de politesse. Il le fait parce que penser à elle lui procure quelque chose de spécifique, un état intérieur qu'il veut retrouver. Et cet état, il ne peut pas être produit par une femme dont il connaît déjà chaque recoin, chaque réaction, chaque disponibilité. Il est produit par une femme qui représente encore quelque chose à découvrir, quelque chose à mériter, quelque chose dont la présence enrichit sa vie de façon perceptible et dont l'absence crée un léger vide. Douloureux, mais notable. Avers, voilà le mécanisme. La femme qui est toujours là ne crée pas ce vide. Donc, elle ne crée pas ce désir de combler ce vide. Donc, elle ne déclenche pas les appels, pas parce qu'elle est moins bien, mais parce que la psychologie du désir ne récompense pas la disponibilité permanente. Elle récompense la présence précieuse. Et maintenant, voici quelque chose que je veux te dire avec toute la précision que la psychologie émotionnelle m'autorise. Il y a un danger très concret que j'observe régulièrement. C'est le danger de confondre la stratégie psychologique avec le masque. Parce que tout ce que nous venons d'explorer, la reconstruction des fondations, le silence habité, la solidité du mur porteur, tout cela n'a aucune valeur si c'est joué, si c'est une performance. Si derrière la femme qui semble occupée et épanouie, il y a une femme qui souffre secrètement et qui attend quand même, en silence, en cachant son attente derrière une façade de sérénité. Parce que les masques coûtent très cher. Ils coûtent de l'énergie, de la cohérence, de la santé mentale. Et les hommes perspicaces, ceux qui ont eux-mêmes un certain niveau de maturité émotionnelle, les finissent par voir, pas immédiatement peut-être, mais ils finissent par sentir la dissonance entre la façade et l'intérieur. Et cette dissonance, elle crée de la méfiance. Ce que je te propose, ce n'est donc pas un masque, c'est une transformation réelle. Une transformation qui commence par une décision et qui se construit par des actions quotidiennes, des petites décisions répétées qui, progressivement, reconstruisent l'architecture intérieure. Et cette transformation, elle est possible. Non pas parce que je suis optimiste, mais parce que la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se reconfigurer en fonction de nos comportements répétés, est l'une des découvertes les plus solides des neurosciences contemporaines. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Voici ce que je propose comme pratique quotidienne, comme architecture de vie. Le matin, avant de regarder ton téléphone, avant de vérifier s'il a écrit, prends 5 minutes pour habiter ta propre maison intérieure. Pas de méditation complexe. Simplement, à quoi est-ce que je tiens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de créer, d'explorer, de ressentir? Ces 5 minutes ne sont pas un rituel spirituel. Ce sont 5 minutes de réaffirmation de ton centre de gravité. Et chaque matin où tu fais cela, tu renforces les fondations avant de sortir dans le monde. Dans tes interactions avec lui, pratique ce que j'appelle la présence choisie. Cela signifie que quand tu es avec lui, tu es vraiment là, pleinement, sans réserve. Mais quand tu n'es pas avec lui, tu es pleinement ailleurs, pas en train de penser à lui, pas en train d'attendre. Ailleurs, dans ta vie, dans tes propres pièces, cette alternance, présence pleine, absence pleine, c'est ce qui crée le rythme naturel du désir. C'est ce qui donne envie d'appeler. Et voici quelque chose de très précis que je veux te donner sur la façon de répondre quand il appelle. Quand il appelle, ne réponds pas depuis le soulagement, réponds depuis la joie. La nuance est immense. Le soulagement dit « Enfin tu es là, j'attendais ». La joie dit « Ah, c'est toi, j'aime entendre ta voix, et ma vie était bien avant que tu appelles. » L'une de ces deux réponses l'attire.
L'autre l'éloigne progressivement, non pas parce qu'il est cruel, mais parce que l'une crée un sentiment de plaisir et l'autre crée un sentiment de responsabilité. Et personne ne désire ce qui se sent comme une obligation. Puis maintenant, je veux te parler de quelque chose que j'observe avec une régularité presque douloureuse dans les dynamiques de couple. C'est ce que j'appelle l'illusion du sacrifice romantique. Nous avons été éduqués, collectivement, à croire que l'amour se prouve par le sacrifice, que donner plus que ce qu'on reçoit est une forme de noblesse, que rester quand on souffre est une forme de fidélité. Et cette croyance est l'une des plus destructrices que je connaisse dans le domaine des relations, parce que le sacrifice non réciproqué ne crée pas de gratitude. Il crée du mépris, pas toujours conscient, pas toujours voulu. Mais le cerveau humain interprète systématiquement le sacrifice excessif comme un signal de faible valeur, comme si quelqu'un soldait en permanence ses propres besoins parce qu'il ne croit pas pouvoir obtenir mieux. Et cette perception, une fois installée dans l'esprit d'un homme, est extrêmement difficile à défaire. Elle teinte chaque interaction, elle transforme la générosité en faiblesse perçue, l'attention en dépendance supposée, la douceur en manque de caractère. Alors voilà l'un des conseils les plus importants que je puisse te donner. Donne moins, mais donne mieux. Donne avec choix, avec conscience, avec la clarté que ce que tu offres est précieux et non obligatoire. Cette qualité d'attention, sélective et consciente, est infiniment plus attractive que l'abondance inconditionnelle, et elle te protège. Elle protège tes fondations, elle maintient la solidité de tes murs porteurs. Bruno, et maintenant parlons d'un aspect que peu de femmes considèrent vraiment, et qui est pourtant central dans la dynamique de l'appel, dans le désir de quelqu'un de te retrouver au téléphone. C'est la qualité de ta présence émotionnelle quand tu es avec lui. Pas ta présence physique, ta présence émotionnelle. Il y a une différence entre une femme qui écoute et une femme qui entend. La femme qui écoute attend son tour de parler ou cherche dans ce qu'il dit une indication sur ce qu'il ressent pour elle. La femme qui entend est vraiment là, dans le moment de l'échange, curieuse de lui sans en avoir besoin. Et cette qualité d'attention, réelle, non instrumentalisée, crée chez un homme une sensation très rare, la sensation d'être vraiment vu. Et les humains, hommes ou femmes, reviennent toujours là où ils se sont sentis vraiment vus. Alors la question est, est-ce que tu écoutes ou est-ce que tu entends? Est-ce que tu es dans la conversation ou dans l'analyse de ce que la conversation signifie pour vous deux? Parce que si tu es dans l'analyse, il le ressent. Pas comme une pensée consciente, mais comme une légère tension, une légère distance dans l'échange, comme si la fenêtre était ouverte, mais le courant d'air froid. Et maintenant je veux aborder quelque chose qui est peut-être le fondement de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Parce que toutes les stratégies que je t'ai données, la reconstruction des fondations, le silence habité, la solidité du mur porteur, la présence choisie, la qualité de l'écoute, toutes ces choses ont une condition préalable. Et cette condition, c'est que tu crois vraiment dans une partie stable et tranquille de toi, que tu mérites quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un qui veut entendre ta voix non pas parce qu'il s'y est engagé, mais parce que ta voix lui manque quand elle est absente. Et si cette croyance n'est pas là, si quelque part dans ta maison intérieure, il y a une pièce sombre où une petite voix dit « peut-être que je ne vaux pas cela », peut-être que je devrais être reconnaissante pour ce que j'ai, alors aucune stratégie externe ne fonctionnera vraiment. Parce que les stratégies sans fondation, c'est de l'architecture sans sol. Et une maison sans sol ne tient pas debout, quelle que soit la beauté de sa façade. Alors voici ce que je te propose comme dernière pratique, la plus simple et la plus profonde. Trouve la pièce sombre, celle où tu ranges les croyances que tu n'as jamais vraiment examinées. Celles qui disent « je dois faire plus pour être aimé » ou « je dois être différente pour être désirée » ou « l'amour est difficile ». Donc, si c'est facile, c'est que ce n'est pas réel. Ouvre la porte de cette pièce, allume la lumière et regarde ce qu'il y a vraiment là-dedans, non pas pour te flageller, mais pour comprendre. Parce que ces croyances, elles ont une origine. Elles ont été posées là par quelqu'un, un parent, une expérience, une relation passée, une culture entière qui t'a dit pendant des années que la femme qui attend est une femme fidèle et que la femme qui pose des limites est une femme difficile.
Et il est vraiment temps de réexaminer ses fondations. Déjà, me pensar un momento parce que je veux te dire quelque chose sur la psychologie de la transformation que j'ai observée chez des femmes qui ont fait ce travail. La transformation ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Elle n'arrive pas avec un grand moment de révélation, un matin où tout est soudainement clair. Elle arrive progressivement, comme la lumière dans une pièce qu'on aère peu à peu. Un jour, tu réalises que tu as passé 2 heures sans penser à lui. Puis une journée entière. Puis tu réalises que quand il appelle, tu réponds depuis un endroit différent, plus calme, plus plein. Et il le sent. Et quelque chose dans la dynamique change, non pas parce que tu as joué un rôle, mais parce que tu as changé l'architecture de ta propre maison. Puis, et maintenant nous arrivons au moment dont je t'avais parlé au début. Ce mot que j'avais promis de nommer, ce mot qui explique pourquoi certaines femmes attendent des appels qui ne viennent pas, pourquoi elles donnent plus qu'elles ne reçoivent, pourquoi elles reformatent leur intérieur. Pour plaire à quelqu'un qui n'a pas demandé à entrer, pourquoi elles restent dans des espaces qui les rapetissent au lieu d'aller vers des espaces qui les grandissent. Ce mot, c'est l'anxiété d'attachement. Et je dis ce mot maintenant parce qu'après tout ce que nous venons d'explorer ensemble, il a une signification concrète et précise. Ce n'est pas simplement de l'amour intense. Ce n'est pas simplement de la sensibilité. L'anxiété d'attachement, c'est un schéma de fonctionnement émotionnel, installé souvent très tôt. Parfois dans l'enfance, parfois dans une relation passée particulièrement déstabilisante qui amène une personne à percevoir chaque variation dans la disponibilité de l'autre comme une menace pour sa propre valeur, et qui amène cette personne, en réponse à cette menace perçue, à augmenter ses comportements de rapprochement, à donner plus, à être plus disponible, à s'effacer davantage, dans l'espoir de stabiliser la connexion. Et l'ironie tragique de l'anxiété d'attachement, c'est qu'elle produit exactement l'inverse de ce qu'elle cherche. En augmentant la disponibilité, elle diminue la valeur perçue. En cherchant à stabiliser la connexion, elle déstabilise le désir. En essayant de s'assurer que l'autre reste, elle crée les conditions de son départ. À Vert, je ne te dis pas cela pour te faire sentir que quelque chose ne va pas en toi, parce que l'anxiété d'attachement n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse adaptative à des expériences passées. C'est ton système nerveux qui a appris, à un moment donné, que l'amour était incertain et qu'il fallait travailler dur pour le maintenir. Et ce système nerveux, il peut se recalibrer. Les neurosciences et la psychologie thérapeutique sont formelles là-dessus. Avec les bonnes pratiques, avec la bonne compréhension, avec le travail que nous venons d'explorer ensemble, ce schéma se transforme. Et cette transformation, c'est précisément ce que représentent les 3 étapes que je t'ai données. La reconstruction des fondations, c'est la réponse directe à l'anxiété d'attachement parce qu'elle déplace le centre de gravité de l'autre vers soi. Le silence habité, c'est la démonstration pratique que tu peux exister pleinement sans sa présence constante et cette démonstration, répétée, recalibre ton système nerveux. Et la solidité du mur porteur, c'est la construction progressive d'une estime de soi qui ne dépend pas de sa validation. Parce que la validation vient de l'intérieur, de tes propres choix, de ta propre cohérence, de ta propre architecture. Bueno, alors qu'est-ce que cela change concrètement dans la question des appels? Cela change tout. Parce qu'une femme qui a travaillé ces 3 étapes n'attend plus les appels de la même façon. Elle les accueille. Elle les reçoit depuis un endroit plein. Et cet endroit plein, il est perceptible. Il crée quelque chose dans l'homme qui appelle, un sentiment de connexion avec quelqu'un qui a une vie intérieure dense, une femme qu'il n'a pas encore tout à fait réussi à cartographier, une femme dont la présence enrichit son espace et dont l'absence crée ce léger vide notable que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est cela qui fait qu'il rappelle, non pas parce qu'il suit un protocole, non pas parce que tu lui as envoyé le bon message au bon moment, mais parce que tu es devenu quelqu'un dont la présence est précieuse et dont l'absence se remarque. Et cela, aucune technique de texting, aucun conseil sur quoi dire ou ne pas dire, aucune stratégie de timing ne peut le produire. Seul le travail intérieur le produit. Seule l'architecture réelle de ta maison le produit. Espera, parce que je veux finir sur quelque chose d'important.
Il y a des femmes qui liront tout ce que nous venons d'explorer et qui se diront « Oui, mais et si l'homme n'appelle pas quand même? Et si, même après tout ce travail, même après avoir reconstruit les fondations, habité le silence et renforcé les murs porteurs, il choisit quand même de ne pas appeler ?» Et voici ma réponse, la plus honnête que je puisse donner. Si un homme ne rappelle pas une femme qui a fait ce travail, qui a cette solidité, qui a cette vie dense et précieuse, alors cet homme n'est pas un homme de haute valeur. Il est un homme qui n'est pas prêt pour quelqu'un de sa stature. Et dans ce cas, son silence n'est pas une information sur ta valeur, c'est une information sur sa capacité. Et ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La femme qui a reconstruit son architecture intérieure n'est pas celle qui attend, elle est celle qui évalue. Elle regarde si cet homme est compatible avec l'espace qu'elle a construit. Et si ce n'est pas le cas, elle ne démolit pas ses murs pour lui faire de la place. Elle le remercie, intérieurement, de lui avoir montré clairement ce qu'il est. Et elle continue d'habiter sa maison pleinement, en sachant que l'homme qui est fait pour elle, lui saura reconnaître la valeur de ce qu'elle lui offre. Et lui, il appellera, non pas parce qu'elle l'aura manipulé, mais parce qu'elle aura été assez complète, assez précieuse, assez mystérieuse dans le bon sens du terme, pour que son absence dans sa journée soit quelque chose qu'il n'a pas envie de laisser durer. Voilà ce que l'anxiété d'attachement ne comprend pas, et ce que la sécurité intérieure sait d'instinct. L'amour réel, l'amour durable, l'amour entre deux personnes qui se choisissent vraiment. Cet amour ne naît pas du besoin, il naît du choix. Et pour être choisi, il faut d'abord avoir le courage de se choisir soi-même. Chaque jour, dans chaque petite décision, dans chaque interaction, dans chaque moment où tu aurais pu te diminuer et où tu choisis de rester entière. C'est cela, la vraie séduction. Non pas un ensemble de techniques, non pas un jeu de pouvoir, mais la radiance tranquille d'une femme qui habite pleinement sa propre maison et qui n'a besoin de personne pour y allumer les lumières.